À 8h14 un lundi matin. J'ai signalé une publication qui expliquait comment simuler une collision soudaine et voler l'héritage de sa femme. J'étais dans la file d'attente du café sous mon immeuble de bureau dans le centre-ville de Seattle. 6 personnes étaient devant moi. La machine à expresso criait comme si elle était torturée. Et j'avais ouvert un forum local sur le mariage simplement parce que je m'ennuyais. La publication la plus populaire sur la page avait un titre qui m'a noué l'estomac. Ma petite amie est enceinte. Je veux quitter ma femme qui a du mal à concevoir. Mais elle vient d'hériter de 1,07 million. Comment puis-je l'amener à dépenser cet argent pour moi avant de demander le divorce? J'ai failli continuer à faire défiler. Puis j'ai vu le chiffre. 1,07 million. C'était exactement le montant pour lequel la maison que ma mère m'avait laissée en fiducie avait été vendue 3 jours plus tôt. J'ai cliqué sur la publication. L'auteur affirmait que la mère de sa femme nous avait quittés récemment et avait laissé une maison de grande valeur. La propriété avait déjà été vendue. Et le produit de la vente était protégé sur un compte détenu uniquement au nom de la femme. Il voulait la quitter pour une femme enceinte, mais il ne voulait pas partir sans l'argent. La réponse la mieux notée disait: les biens hérités sont difficiles à toucher lors d'un divorce. Mais si elle dépense volontairement l'argent pour vous, aucun tribunal ne pourra le remettre sur son compte. L'auteur original a répondu: comment puis-je la rendre volontaire? La réponse est venue en 3 courts paragraphes. Créer une urgence. Un incident de la route mis en scène est le plus simple. Une fois que votre femme arrivera à l'hôpital et qu'un médecin lui dira que vous risquez de ne pas vous en sortir, elle arrêtera de penser comme une comptable. Demandez à quelqu'un de confiance d'exagérer le diagnostic et de recommander un établissement de soins neurologiques privé avec des visites restreintes. Des frais d'admission, des frais de maintien des fonctions vitales, des évaluations de réadaptation. Des locations d'équipement. Vous pouvez vider son compte sans qu'elle vous voie. Réveillez-vous une fois que la majeure partie de l'argent a disparu. Puis demandez le divorce. Elle paie pour vous sauver. Et vous utilisez ce qui reste pour offrir à votre petite amie une suite d'accouchement privé et une infirmière postpartum. L'auteur a répondu: c'est exactement ce dont j'avais besoin. Merci. J'ai regardé l'écran fixement pendant que la file avançait autour de moi. Quel genre de personne pouvait décrire l'amour d'une femme comme s'il s'agissait d'une faiblesse financière à exploiter? Ce qui rendait la publication plus difficile à ignorer était la trace que le compte avait laissée. Le profil était anonyme, mais pas prudent. Il y avait des photographies recadrées montrant le poignet d'un homme à côté de la main d'une femme. Un profil flou. Un collier en forme de la lettre L. La même légende apparaissait plus d'une fois sous des photos de meubles de bébé et d'appartements chers. Elle et le bébé méritent une vraie maison. 3 jours plus tôt. La fiducie que ma mère avait créée avant de décéder avait finalisé la vente de sa maison près du lac Washington. Après le paiement des frais de clôture, 1,07 million avait été transféré sur un compte séparé détenu uniquement à mon nom. Les documents de la fiducie étaient explicites. La propriété et tous les produits de sa vente m'appartenaient à moi seul et ne devaient jamais être mélangés avec les fonds matrimoniaux. Mon mari, Ethan Walker, s'était souvenu de la date de clôture avant moi. Ce soir-là, il a ouvert une bouteille de vin qui coûtait plus que notre budget d'épicerie hebdomadaire et a dit: pour la première fois depuis des années, nous n'avons pas à avoir peur de l'avenir. J'avais pensé qu'il voulait dire nous. Debout dans le café, je me suis permis de considérer la publication pendant peut-être 2 secondes. Puis je me suis dit que j'étais ridicule. Internet était plein de gens cruels et de coïncidences affreuses. Ethan était mon mari depuis 6 ans. Il savait ce que la maison de ma mère signifiait pour moi. Il m'avait tenu dans ses bras à ses funérailles. Il avait emballé la vaisselle de la cuisine quand je ne pouvais pas me résoudre à entrer dans la pièce. Il ne ferait pas quelque chose comme ça. Pourtant, j'ai pris des captures d'écran. J'ai enregistré le profil et chaque commentaire. Puis j'ai cliqué sur signaler. Au moment où le barista a appelé mon nom, j'avais repoussé la publication au fond de mon esprit. À 11h03, mon téléphone a sonné au milieu d'une réunion de projet. Le numéro provenait du centre-ville de Seattle.
Est-ce bien mademoiselle Claire Bennett, a demandé une femme. Oui, c'est le centre médical Arbor Ridge. Votre mari, Ethan Walker, a été admis après un grave incident de la route. Il est inconscient. Nous avons besoin que vous veniez immédiatement. Mes doigts se sont engourdis autour du téléphone. La femme a continué de parler. Blessure grave à la tête, respiration spontanée instable, état critique. Le plus proche parent est requis sur le champ. J'ai laissé mon ordinateur portable ouvert sur la table de conférence. J'ai attrapé mon manteau et j'ai couru vers l'ascenseur. Alors que les portes se fermaient, les mots du forum me sont revenus avec une clarté parfaite. Créer une urgence. Demander à un médecin d'exagérer le diagnostic. Transférez-le dans un établissement privé avec des visites restreintes. J'ai regardé les numéros d'étage descendre et je me suis dit que c'était une coïncidence. Dans le VTC, j'ai fait 3 choses. Premièrement, j'ai transféré les captures d'écran, l'enregistrement d'écran, le lien du profil et les horodatages à mon amie Rachel Hay, une avocate en droit de la famille qui s'occupait également de cas complexes de patrimoine. Deuxièmement, j'ai téléchargé la politique de soins intensifs publiquement disponible sur le site web de Arbor Ridge et je l'ai lu 2 fois. Je ne comprenais pas tous les termes médicaux. Mais je comprenais assez pour savoir que déclarer une perte de conscience prolongée nécessitait une procédure formelle. Ce n'était pas une phrase qu'un médecin pouvait utiliser nonchalamment puis inverser lorsque l'argent entrait dans la conversation. Troisièmement, j'ai activé l'enregistrement audio et la sauvegarde automatique sur le cloud sur mon téléphone. Rachel a appelé avant que j'arrive à l'hôpital. Claire n'accuse personne pour l'instant, a-t-elle dit. Pose des questions. Ne signe aucun transfert, aucune procuration. Aucune autorisation de paiement automatique. Ni quoi que ce soit impliquant ton compte séparé. Partage ta position en direct avec moi. Tu penses que la publication pourrait être d'Ethan? Je pense que le montant est trop spécifique pour être ignoré. Ma gorge s'est nouée. Je suis probablement paranoïaque. Alors être prudente ne te coûtera rien. Le centre médical Arbor Ridge s'élevait au-dessus de la rue, fait de verre et de pierre grise. Je l'avais dépassé des centaines de fois sans le remarquer. Ce matin-là, chaque porte automatique semblait trop lente. Une infirmière a vérifié mon identité et a confirmé que j'avais gardé mon nom de naissance après le mariage. Puis elle m'a conduite dans une petite salle de consultation à l'extérieur des urgences. Le médecin des soins intensifs qui supervise actuellement votre mari va vous parler, a-t-elle dit. 1 minute plus tard, une femme en blouse blanche est entrée. Mademoiselle Bennett. Je suis le docteur Lily Hart. Je suis responsable des soins de votre mari pour le moment. Le nom m'a arrêté avant que je puisse me lever. Lily. Son masque chirurgical couvrait la majeure partie de son visage. Mais le reste correspondait au profil flou du forum, cheveux blonds foncés, épaules étroites. Une délicate chaîne en or à son cou avec un pendentif en forme de L. Sa main gauche reposait sur la courbe petite mais indubitable sous sa blouse. La femme qui se tenait devant moi n'était pas seulement le médecin d'Ethan. Elle était sa petite amie enceinte. Lily a posé un résumé médical et un formulaire de décision familiale sur la table. Son expression était solennelle et étudiée. Votre mari a subi un impact majeur à la tête, a-t-elle dit. Il n'a aucun niveau de conscience significatif. Notre examen préliminaire n'a pas identifié de réflexe fiable du tronc cérébral. Et nous n'avons pas observé de respiration spontanée stable. Nous craignons qu'il ne s'approche d'une perte de conscience prolongée. Je me suis tourné vers la dernière page. La note disait. Constatation neurologique préliminaire sévèrement anormale. Évaluation formelle de non-réactivité profonde en attente. La famille devrait commencer à discuter des options de maintien des fonctions vitales à long terme. La signature électronique de Lily Hart apparaissait en bas. Avant que je puisse poser une question, elle a poursuivi. Il existe un établissement de soins neurologiques privé qui pourrait être approprié si nous agissons rapidement. Avec un soutien continu. Une thérapie de stimulation et une réadaptation spécialisée. Nous ne pouvons pas exclure complètement la possibilité qu'il puisse se réveiller. J'ai levé les yeux.
Si vous croyez qu'il pourrait approcher d'une perte de conscience prolongée, pourquoi me dites-vous qu'il pourrait se réveiller? Ses yeux ont bougé pendant moins d'une seconde. Les cas neurologiques sont compliqués. Les familles comprennent souvent mal la terminologie. Nous vous conseillons simplement de ne pas abandonner trop tôt. Une perte de conscience prolongée n'est pas la même chose qu'un coma permanent. J'ai posé le papier à plat entre nous. La politique de votre hôpital dit qu'une détermination formelle nécessite d'exclure les sédatifs, l'hypothermie et les causes métaboliques. Elle nécessite un examen neurologique complet et un test d'apnée avec un examen indépendant. Une fois cet état critique formellement établi, il n'y a ni réadaptation ni rétablissement. L'infirmière à côté d'elle a jeté un regard vers Lily. J'ai gardé une voix égale. Vous utilisez la possibilité d'un coma permanent pour m'effrayer. Et la possibilité de rétablissement pour me persuader de payer pour des soins à long terme. Laquelle de ces affirmations est vraie? Les doigts de Lily se sont crispés le long de son corps. Mademoiselle Bennett. Vous êtes sous un stress considérable. Je pense que vous devriez prendre un moment pour vous calmer. Je suis calme. J'ai posé mon téléphone sur la table avec l'écran d'enregistrement visible. Si Arbor Ridge croit que mon mari peut répondre aux critères d'une perte de conscience prolongée, je demande que le protocole formel commence immédiatement avec un neurologue indépendant et une notification au comité d'éthique. Jusqu'à ce que ce processus soit terminé. Je ne signerai aucun transfert ni autorisation financière. J'ai tapoté le papier. Si l'hôpital croit qu'il a une chance significative de se réveiller, alors ce langage est trompeur et devrait être retiré. Je veux aussi une explication sur la raison pour laquelle son médecin traitant discute d'un établissement privé avant même qu'une évaluation appropriée n'ait commencé. La pièce est devenue si silencieuse que je pouvais entendre le ventilateur au-dessus de nous. L'infirmière s'est excusée. Elle est revenue plusieurs minutes plus tard avec le docteur Samuel Levent, le directeur médical de service. Il a lu la note une fois, puis une autre fois. Plus il regardait le dossier, plus son expression devenait froide. Docteur Hart, a-t-il dit, où est le dépistage des sédatifs? Lily n'a pas répondu. Où sont les exclusions documentées de température et métabolique? Où est l'examen neurologique complet? Où est le test d'apnée? Où est la consultation neurologique indépendante? Il est arrivé très récemment, a dit Lily. Certains éléments n'ont pas été complétés. Alors pourquoi avez-vous dit à la famille qu'il pourrait approcher d'une perte de conscience prolongée? J'ai dit que nous étions préoccupés. Et pourquoi y a-t-il déjà un dossier de transfert dans son dossier? Le docteur Levent a sorti une liasse de papier du fond du dossier. L'entête indiquait Evergreen Neurological Care Center. Le dépôt d'admission était de 180,000 $. Les frais mensuels étaient de 12,5 cents avec un an à prépayé. Des frais supplémentaires pouvaient être ajoutés pour le soutien respiratoire, l'équipement spécialisé, les évaluations neurologiques et les services de réadaptation. Le document final était une autorisation de prélèvement récurrent sur un compte que je désignerais. La personne de contact indiquée pour l'établissement était Thomas Hart. Je me suis tourné vers Lily. Vous avez planifié cela soigneusement. Ses lèvres se sont entr'ouvertes. Avant qu'elle ne puisse répondre, des pas pressés ont retenti dans le couloir. Ma belle-mère, Margaret Walker, a fait irruption dans la pièce. Elle m'a arraché le contrat d'Evergreen de la main si fort que les pages se sont éparpillées sur le sol. Robert, le père d'Ethan, la suivait. N'ose pas refuser le traitement pour mon fils, a crié Margaret. Elle n'avait pas regardé le dossier médical. Elle n'a pas demandé si Ethan était conscient, s'il souffrait ou ce que les tests montraient. Elle m'a pointé du doigt comme si j'étais déjà en procès. Ethan est là-dedans, luttant pour sa guérison. Et tu t'inquiètes pour l'argent. Comment notre famille a-t-elle pu le laisser épouser une femme comme toi? Robert s'est planté dans l'embrasure de la porte. Les moniteurs fonctionnent toujours. Donc il y a encore de l'espoir. Le médecin dit que cet établissement peut le maintenir stable. Pourquoi essaies-tu d'empêcher cela? Attendais-tu une raison de te débarrasser de lui? Ils étaient arrivés trop vite.
Moins de 90 minutes s'étaient écoulées depuis l'appel de l'hôpital. Pourtant, il connaissait le nom de l'établissement, le coût, et que le produit de la vente de la maison avait atteint mon compte 3 jours plus tôt. Le moindre doute que j'avais emporté à l'hôpital a disparu. Je me suis penché et j'ai ramassé les pages. Si vous croyez que cet établissement sauvera Ethan, vous devriez payer le dépôt, ai-je dit. Margaret m'a regardé fixement. Nous n'avons pas ce genre d'argent. Tu possèdes un condominium sans hypothèque à Bellevue d'une valeur d'au moins $700. 000, tu pourrais le vendre ou emprunter dessus. Ce condo est pour notre retraite. J'ai presque ri. Votre maison de retraite ne peut pas être touchée. Mais la maison de ma mère devrait être vendue 2 fois. Une fois lorsque la fiducie a été clôturée. Et une autre fois par le biais d'un contrat conçu pour vider les produits de la vente. Le visage de Margaret a changé. Elle s'est déplacée dans le couloir, s'est laissée tomber sur un banc. A posé une main sur sa poitrine et a commencé à pleurer assez fort pour attirer les gens des 2 extrémités du couloir. « Regardez-la » a-t-elle crié. Mon fils a eu un terrible incident. Sa femme a hérité de $1,07 million. Et elle ne dépensera pas $1 pour le sauver. Ils sont mariés depuis 6 ans et elle ne lui a jamais donné d'enfant. Maintenant. Elle ne lui donne même pas une chance de vivre. Les familles des patients ont ralenti. Les membres du personnel ont échangé des regards mal à l'aise. Quelques téléphones sont apparus. Une femme a dit qu'il devrait au moins attendre l'évaluation complète. Un homme près des ascenseurs a chuchoté. C'est étrange de se disputer pour de l'argent alors que son mari est aux urgences. Une autre voix a dit, quoi qu'il se soit passé dans leur mariage. Ce n'est pas le moment de l'abandonner. Leurs mots ont atterri dans de vieilles blessures. Pendant 6 ans, j'avais entendu différentes versions de la même accusation. Lors de notre premier Thanksgiving après le mariage. Margaret avait placé une minuscule paire de chaussettes de bébé tricotées à côté de mon assiette et annoncé qu'elle espérait qu'elles seraient utiles l'année suivante. Tout le monde a ri. Ethan a serré mon genou sous la table et a chuchoté, elle a de bonnes intentions. L'année suivante, elle m'a donné des vitamines prénatales devant toute la famille. L'année d'après. Elle a glissé des brochures d'une clinique de planification familiale dans mon sac à main. Lors d'une collecte de fonds à l'église. Elle a dit à 3 femmes de son groupe biblique que j'étais trop concentré sur ma carrière pour donner une famille à Ethan. Chaque fois, Ethan m'a demandé de ne pas la confronter. Elle veut un petit enfant, disait-il. Ne la mets pas dans l'embarras. Alors, j'ai absorbé l'embarras pour nous 2. 3 ans plus tôt. Ethan et moi avions passé une évaluation complète à la Northwest Reproductive Medicine. Mes résultats étaient normaux. Les siens ne l'étaient pas. 3 analyses distinctes n'ont trouvé aucun marqueur biologique de reproduction. Le spécialiste a diagnostiqué une condition de fertilité sévère et a expliqué que la conception naturelle serait extrêmement improbable. Il a recommandé des tests supplémentaires et a discuté de la conception par donneur et de l'adoption. Ethan était assis à côté de moi sans parler. Dans le parking ensuite, il a frappé le volant jusqu'à ce que sa paume devienne rouge. Cette nuit-là, il s'est enfermé dans son bureau. Le lendemain matin, ses yeux étaient gonflés. « Ne le dis pas à mes parents » a-t-il dit. « Mon père me regardera comme si j'étais brisé. Ma mère le dira à tout le monde. » Je lui ai promis que je garderais cela privé. Ce n'était pas une promesse qu'il devait mériter. Je l'aimais. Je pensais que protéger sa dignité faisait partie de mon rôle d'épouse. Quand Margaret me blâmait, je restais silencieuse. Quand les parents recommandaient des régimes, des suppléments, des chirurgies et des groupes de prière, je les laissais croire que j'étais le problème. Quand un cousin a plaisanté en disant qu'Ethan aurait dû choisir un modèle plus jeune, j'ai quitté la table avant de pleurer pour qu'il n'ait pas à me défendre. Plus tard, Ethan a affirmé avoir trouvé une clinique de reproduction masculine discrète. Tous les quelques mois. Il me montrait une page de laboratoire recadrée sans plage de référence claire et disait que le traitement aidait. Je voulais le croire, alors je n'ai pas demandé pourquoi le nom de la clinique manquait. 6 mois avant l'appel de l'hôpital. Un autre test ne montrait toujours aucune cellule de reproduction détectable.
J'avais protégé cette vérité pendant des années. Maintenant, lui et une autre femme utilisaient la honte que je portais pour lui comme levier pour voler le dernier cadeau de ma mère. Lily se tenait derrière Margaret avec le visage composé d'un médecin concerné. Je comprends que vous êtes sous une pression énorme, a-t-elle dit. Les soins neurologiques à long terme sont coûteux. Mais une fois que votre mari sera stabilisé dans un établissement spécialisé, les problèmes financiers et matrimoniaux pourront être abordés plus tard. Pour l'instant, préserver sa santé devrait être la priorité. Une petite lumière bleue clignotait sous ses cheveux près de son oreille droite. Un écouteur sans fil. Au début, j'ai supposé qu'elle était connectée au système de communication de l'hôpital. Puis, elle a posé sa main sur son ventre. Margaret l'a pointé du doigt. Le docteur Hart est enceinte, et elle est toujours là. À se battre pour la guérison d'Ethan. Tu es sa femme. Comment une étrangère peut-elle se soucier plus de lui que toi? J'ai regardé la main de Lily. Quelque chose en moi est devenu très calme. Vous avez raison, Margaret, ai-je dit. Nous devrions parler du bébé. Margaret a cligné des yeux. J'ai ouvert le dossier crypté où j'avais sauvegardé nos dossiers médicaux. Puis j'ai trouvé le résultat électronique qu'Ethan m'avait envoyé 6 mois plus tôt. Ethan a passé 4 tests en 3 ans, ai-je dit. Aucun n'a détecté de marqueur de reproduction. Le test le plus récent date de 6 mois. J'ai tourné l'écran vers eux. Alors, avant que quiconque appelle cet enfant un membre de la famille Walker. Peut-être que le docteur Hart devrait expliquer pourquoi elle croit qu'Ethan est le père. Le couloir est devenu silencieux. Le visage de Lily a perdu toute couleur. Margaret a essayé d'attraper mon téléphone. C'est un faux. Le rapport a une signature de laboratoire numérique et un numéro de vérification. N'importe qui ici peut le confirmer. Robert a regardé l'écran. Sa bouche s'est ouverte, mais aucun mot n'en est sorti. Un fort crépitement est venu de l'écouteur de Lily. La poche de sa blouse s'est allumée. Le téléphone à l'intérieur montrait un appel audio en cours. Le nom du contact était Ethan. L'appel durait depuis 43 minutes. Elle avait laissé un autre téléphone à côté de son lit pour qu'il puisse écouter tout ce qui se passait à l'extérieur de la chambre et savoir si j'acceptais de signer. Un bruit de fracas a retenti de l'unité de soins intensifs. La porte s'est ouverte brusquement. Mon mari, qui était censé n'avoir aucune conscience significative et aucune respiration spontanée stable, a couru pieds nus dans le couloir. Un masque à oxygène pendait de travers sur son visage. Plusieurs électrodes de surveillance étaient à peine attachées à sa poitrine. Le cathéter intraveineux avait été arraché de sa main, la blessant légèrement. Claire Bennett, c'est un mensonge, a-t-il crié. Il n'avait pas l'air confus. Il n'avait pas l'air d'avoir une lésion cérébrale. Il avait l'air furieux. Lily m'a montré les nouveaux résultats, a-t-il dit. Le traitement a fonctionné. Le médecin a dit que c'était possible. Ce bébé est le mien. Pendant plusieurs secondes, personne n'a bougé. Puis les téléphones se sont levés tout autour de nous. Une femme près du poste des infirmières a dit. N'était-il pas censé être presque dans un coma permanent? Un homme a répondu. Apparemment, les inconscients peuvent ouvrir des portes maintenant. Le docteur Levent a traversé le couloir en 3 enjambées et a arraché l'un des patchs de surveillance lâchement placé sur la poitrine d'Ethan. Vous n'avez jamais été sous ventilation mécanique, a-t-il dit. Qui a entré les réglages du ventilateur et les observations d'absence de respiration dans le dossier? Ethan a finalement compris ce qu'il avait fait. Il s'est figé. Lily s'est tournée vers l'ascenseur, mais la sécurité de l'hôpital lui a bloqué le passage. J'avais imaginé découvrir une liaison de nombreuses fois pendant les 30 minutes de trajet jusqu'à l'hôpital. Dans chaque version, je criais. Je giflais quelqu'un. Je m'effondrais. Au lieu de cela, je me sentais presque calme. Leur trahison était si complète que la colère devenait trop petite pour eux. Ethan s'est avancé vers moi. Claire? Laisse-moi t'expliquer. Je n'essayais pas de te faire du mal. J'avais besoin d'un financement relais. Un financement relais.
Le centre de soins ne garderait l'argent que temporairement. Quand mon investissement aurait rapporté, j'allais le remplacer. Quel investissement nécessite un dépôt de $180, 000, 12 $, 5 cents chaque mois? Et des frais illimités sur mon compte privé? Il a regardé au-delà de moi. J'ai fourni la réponse. Un appartement pour Lily, une suite de maternité privée, une infirmière postpartum. Une nounou à domicile. Son expression a changé. Dans la voiture, après avoir contacté Rachel. Je m'étais connecté au compte joint que Ethan et moi contrôlions légalement tous les deux. Les transferts n'avaient jamais été cachés. Je lui avais simplement fait assez confiance pour ne pas étudier chaque ligne. J'ai ouvert les relevés. 42 $, à un service de maternité de luxe. 65 $, à une société de séquestre détenant un acompte sur un condominium. 18 $, à un bijoutier. 6 transferts marqués et dépenses Lily. Tu as déjà dépensé nos économies communes. Et maintenant tu prévoyais de vider le compte contenant le produit de la vente de la maison de ma mère. Claire. Tu n'avais pas besoin de financement. Tu as décidé que parce que j'avais porté ta honte pendant 6 ans, je financerais aussi ta trahison. Margaret s'est interposée entre nous. Les gens mariés ne divisent pas l'argent comme des étrangers. Quand tu as épousé Ethan, vous êtes devenue une famille. Ton argent devrait soutenir cette famille. La fiducie de ma mère dit le contraire. Et il n'aurait rien fait de tout cela si tu lui avais donné un enfant. Je l'ai regardé longuement. Les dossiers sont entre vos mains. C'est votre fils qui a des problèmes de fertilité. Elle a tressailli. Mais même si j'avais été celle qui avait des difficultés, ai-je continué. Cela ne lui aurait pas donné le droit de tromper, de falsifier une urgence médicale. Ou de voler. Cela ne vous aurait pas donné le droit de traiter la propriété de ma mère comme de l'argent de la famille Walker. J'ai pointé le contrat d'Evergreen. Vous dites que c'est pour sauver Ethan. Mais aucun de vous n'a offert sa propre maison. Vous vouliez hypothéquer ma vie parce que vous refusiez de risquer votre retraite. L'ascenseur a sonné. Rachel est sortie avec 2 enquêteurs et le responsable de la conformité de Harbor Ridge. J'avais partagé l'audio avec Rachel dès que Lily avait produit le contrat d'Evergreen. Rachel avait appelé les autorités et l'administration de l'hôpital avant de monter. Les genoux de Lily ont fléchi. Elle s'est rattrapée contre le mur. Le responsable de la conformité a ordonné au personnel de préserver le dossier médical. Les enregistrements de sécurité, les registres de médicaments. Les données des appareils et la piste d'audit électronique. Les enquêteurs n'ont pas prétendu résoudre tout le stratagème dans le couloir. Ils ont confirmé ce qui était visible, Ethan était conscient et physiquement mobile. Son état présumé ne correspondait pas au dossier. Les documents de transfert étaient antérieurs à toute évaluation neurologique formelle. Et l'historique d'accès de Lily montrait des entrées tardives inhabituelles. Le soir, Ethan, Lily et une infirmière de nuit avaient été emmenés pour interrogatoire. Leur accès clinique et informatique a été suspendu. Alors qu'un enquêteur emmenait Ethan, il s'est retourné vers moi. Claire? S'il te plaît. Nous avons 6 ans ensemble. Tu ne peux pas tout jeter à cause d'une seule erreur. Une seule erreur? Sa voix a baissé. J'avais peur. Non, ai-je dit. Tu étais organisé. J'ai retiré mon alliance. Ses yeux l'ont suivi alors que je la posais sur le contrat d'Evergreen. Tu n'as pas pris une seule mauvaise décision. Tu as créé une fausse urgence. Tu as arrangé un faux diagnostic. Tu as préparé un accord de paiement d'1 an. Ta mère a répété comment me faire entendre. Public. Ce n'est pas une erreur. C'est un plan. Claire, je t'aime. Tu aimais à quel point j'étais prête à me sacrifier. J'ai reculé. À partir de ce moment, tes factures médicales, ta petite amie, tes dettes. Et l'enfant que tu prétends être le tien n'ont plus rien à voir avec moi. L'histoire complète a émergé au cours des 2 semaines suivantes. Les enquêteurs ont obtenu des caméras de circulation. L'enregistreur de données de l'événement du véhicule d'Ethan.
les enregistrements GPS de l'ambulance, les journaux d'audit de l'hôpital, les messages téléphoniques et les transferts financiers. Il n'y avait pas eu d'impact à grande vitesse. Ethan s'est rendu sur un terrain d'entrepôt abandonné au sud de la ville et a heurté une barrière en béton à faible vitesse. L'avant de la voiture semblait assez endommagé pour les photographies. Mais l'imagerie à Arbor Ridge n'a montré que des blessures mineures au tissu mou. Le cousin de Lily travaillait comme technicien médical d'urgence pour un entrepreneur d'ambulance privé. Il a créé un faux rapport préhospitalier et a amené Ethan directement à Arbor Ridge pendant le service de Lily. Lily a payé une infirmière de nuit 15,000 $. L'infirmière a créé de fausses notes de surveillance, a déplacé d'autres membres du personnel à un autre étage et a entré de fausses observations sur les réflexes du tronc cérébral et la respiration. Lily a utilisé son accès de médecin pour ajouter un langage suggérant une blessure neurologique catastrophique. Le plan dépendait de la vitesse. Ils avaient l'intention de transférer Ethan avant les visites du matin, avant qu'un neurologue indépendant ne l'examine, et avant que quiconque ne se demande pourquoi une blessure à la tête supposément dévastatrice avait produit une imagerie normale. Le Evergreen Neurological Care Center était contrôlé par une chaîne de sociétés appartenant à l'oncle de Lily, Thomas Hart. L'établissement était connu pour ses règles de visite strictes et ses frais supplémentaires vagues. Une fois que j'aurais signé l'autorisation de paiement récurrent, il pourrait facturer mon compte séparé pour le soutien respiratoire, les tests neurologiques, les améliorations de la réadaptation, l'utilisation de l'équipement et les soins infirmiers privés. Que Ethan ait besoin de ces services ou non, Margaret et Robert n'étaient pas des spectateurs innocents. Les enquêteurs ont récupéré une discussion de groupe intitulée Plan de rétablissement d'Ethan. Il n'y avait presque rien sur le rétablissement dedans. Ils discutaient du montant sur mon compte, du moment de la clôture de la vente de la maison, de la rapidité avec laquelle le transfert devait avoir lieu, et de la pression émotionnelle qui me ferait signer. Margaret avait écrit son discours d'hôpital à l'avance. Fait la scène là où les gens peuvent entendre. Claire a une peur bleue d'avoir l'air froide. Mentionne qu'elle n'a jamais donné de bébé à Ethan. Elle signera pour prouver qu'elle est une bonne épouse. Rachel m'a montré le message dans son bureau. Pendant longtemps, je n'ai pas pu détourner le regard. La partie la plus douloureuse n'était pas que Margaret m'avait insulté. Elle l'avait fait pendant des années. C'était qu'elle me comprenait. Elle savait que je tenais à être juste. Elle savait que la cruauté publique m'embarrassait. Elle savait que j'avais protégé le diagnostic privé d'Ethan. Elle savait que je dépenserais n'importe quoi si je croyais que quelqu'un que j'aimais risquait de ne pas s'en sortir. Ils avaient pris chaque chose décente en moi et lui avaient assigné une valeur monétaire. Robert m'a appelé le soir où Rachel m'a montré la discussion de groupe. Jusque-là, il avait laissé Margaret faire la plupart des conversations. Il avait toujours joué le rôle plus calme dans la famille. L'homme raisonnable qui attendait que tout le monde devienne émotif pour ensuite rendre le jugement final. Claire, a-t-il dit, je ne comprenais pas jusqu'où Ethan et Lily comptaient aller. J'ai ouvert les captures d'écran que Rachel m'avait envoyées. Robert avait réagi avec un pouce levé lorsque Margaret avait proposé d'utiliser nos difficultés de fertilité comme pression publique. Il avait également écrit, si Claire hésite. Rappelle-lui qu'Evelyn aurait voulu que l'argent soit utilisé pour sauver son gendre. Ma mère ne lui avait jamais assez fait confiance pour l'appeler par son prénom. Tu en savais assez, ai-je dit. Je pensais qu'Ethan serait transféré dans un bon établissement. Je pensais que l'argent resterait dans la famille. Cette phrase est le problème. Ce n'a jamais été de l'argent de la famille. Nous te considérions comme notre fille. Non. Vous me considériez comme une fille quand vous vouliez l'obéissance et comme une étrangère quand vous vouliez quelqu'un à blâmer. Il est devenu silencieux. Puis, comme s'il ne m'avait pas entendu, il a dit : ta mère tenait à Ethan. Elle ne voudrait pas que sa vie soit ruinée. Pendant des années, Robert avait rarement mentionné ma mère. Maintenant, il essayait de recruter une femme disparue dans la même campagne de pression qu'ils avaient planifiée dans la discussion de groupe.
Ma mère a construit une protection autour de cette maison parce qu'elle savait que l'amour ne protégeait pas toujours les femmes. Ai-je dit. Vous êtes la raison pour laquelle elle avait raison. J'ai mis fin à l'appel et bloqué son numéro. C'est cette nuit-là que j'ai cessé d'attendre que l'un d'eux devienne la personne que j'avais cru qu'ils étaient. Il n'y aurait pas d'excuse parfaite, pas de confession qui me rendrait 6 ans. Aucun moment où Margaret comprendrait enfin ce qu'elle avait fait. La conclusion n'était pas quelque chose qu'ils allaient me donner. Je devrais la construire sans leur coopération. Arbor Ridge a formé un comité d'examen indépendant. Lily a été licenciée et signalée à la commission médicale de Washington. L'hôpital a également informé les autorités fédérales et étatiques car le stratagème impliquait des dossiers médicaux, de la facturation et des tentatives de retrait électroniques. L'enquête officielle s'est poursuivie pendant des mois. Pendant ce temps, j'ai demandé le divorce. La première semaine après l'hôpital. Je suis resté dans un appartement meublé que Rachel m'a trouvé. Je ne pouvais pas retourner à la maison que Ethan et moi avions partagée. Chaque pièce était devenue une preuve. Dans la cuisine. Les enquêteurs ont photographié la bouteille de vin cher qu'il avait ouverte après la clôture de la vente de ma mère. Dans son bureau. Ils ont trouvé des informations imprimées sur Evergreen et des calculs manuscrits estimant combien de temps $1.07 pourrait supporter les charges mensuelles. Dans notre placard de chambre. J'ai trouvé une deuxième facture de téléphone à son nom à l'adresse du condominium de Lily. Je dormais mal. Parfois, je me réveillais à 3 heures du matin en entendant à nouveau l'appel de l'hôpital. Parfois, je rêvais que j'avais signé le contrat. Dans ses rêves. Ethan gisait derrière une porte verrouillée tandis que des factures arrivaient chaque semaine. Je vendais tout. J'empruntais de l'argent. Je m'excusais de ne pas en faire assez. Puis un jour, je le voyais à travers la fenêtre d'un restaurant, riant avec Lily et tenant un bébé. Je me réveillais avec mes ongles enfoncés dans mes paumes. Rachel m'a dit que la trahison avait des séquelles physiques. Ton esprit sait que l'urgence est terminée, a-t-elle dit. Ton corps ne le croit pas encore. J'ai commencé à voir un thérapeute. J'ai aussi rouvert des boîtes de la maison de ma mère que j'avais évitées. Ma mère, Evelyn Bennett, n'avait pas été une femme riche pendant la majeure partie de sa vie. Elle a acheté la maison du lac Washington lorsque le quartier était encore abordable. Mis à élever après le départ de mon père. Et a payé l'hypothèque en enseignant la chimie au lycée et en donnant des cours particuliers le week-end. Lorsque les valeurs immobilières ont grimpé, les promoteurs ont commencé à envoyer des offres. Elle les a toutes refusées. Cette maison n'est pas seulement de l'argent, a-t-elle dit un jour à Ethan. C'est la preuve que Claire et moi avons survécu. Après le retour de sa longue maladie, elle a créé la fiducie et m'a nommé seul bénéficiaire. Son avocat s'est assuré que le langage était précis car ma mère ne croyait pas que les femmes devraient avoir à demander la permission de garder ce qui leur appartenait. À l'époque, Ethan l'avait félicitée d'être prudente. Maintenant, je comprenais qu'il avait étudié la protection qu'il a ensuite tenté de défaire. La question de la paternité est restée non résolue jusqu'à ce que Lily accouche plusieurs mois plus tard. Ethan a insisté sur un test ADN dès qu'il pourrait être légalement organisé pour les procédures de garde et de pension alimentaire. À ce moment-là, il avait perdu son emploi. Ses factures d'avocat augmentaient. Et ses parents avaient emprunté sur leur condominium de Bellevue. Il croyait toujours que l'enfant prouverait qu'au moins une partie de sa nouvelle vie avait été réelle. Rachel et moi étions dans son bureau lorsque le rapport est devenu partie intégrante du dossier judiciaire. La probabilité qu'Ethan soit le père biologique était de 0. Il était exclu. Pendant un instant, je n'ai ressenti aucune satisfaction, seulement un froid sentiment d'achèvement. Lily a d'abord refusé d'identifier le père. Plus tard, par l'intermédiaire de son avocat. Elle a admis que l'enfant appartenait à un ancien petit ami qu'elle voyait de temps en temps depuis des années. Il avait un revenu instable et aucun intérêt pour le mariage. Ethan, en revanche, avait un salaire stable, des parents propriétaires. Et une femme dont la maison de la mère venait de produire $1.07 Lily avait dit à Ethan que les traitements de reproduction masculine créaient parfois des miracles.
Elle lui a donné une page de laboratoire qui suggérait une amélioration sans indiquer qu'un quelconque marqueur biologique avait réellement été trouvé. Il a vu ce qu'il voulait voir. L'enfant n'était pas simplement un bébé pour lui. L'enfant était la preuve que le diagnostic ne l'avait pas diminué. La preuve que ses parents arrêteraient de le regarder avec déception. La preuve qu'il était toujours l'homme qu'il croyait devoir être. Il a trahi la femme qu'il avait protégée pour protéger sa fierté. Et Lily a utilisé cette fierté aussi facilement qu'il avait utilisé ma confiance. Margaret a appris le résultat de l'ADN avant moi. Elle est allée à la clinique où Lily avait un rendez-vous postpartum et a essayé de la confronter. Sur le parking. La sécurité l'a éloignée avant qu'elle n'atteigne l'entrée. Quelques jours plus tard, Margaret est apparue devant mon appartement. Portant une tarte aux pommes et un gratin dans le même plat bleu qu'elle avait apporté à chaque dîner de Thanksgiving. Elle a frappé pendant près de 20 minutes. « Claire, je sais que tu es là » a-t-elle appelé. « S'il te plaît, laisse-moi t'expliquer. » Je me tenais de l'autre côté de la porte sans répondre. Ethan était confus. Cette femme l'a manipulé. Il pensait que le bébé était le sien. Silence. Nous avions tort à propos du plan médical. Nous n'aurions pas dû te mettre la pression. Je ne mentionnerai plus jamais les enfants. Je le jure. Quand je n'ai toujours pas ouvert la porte, sa voix a changé. Robert a des douleurs à la poitrine à cause de tout ce stress. Nous devrons peut-être vendre le condo à cause des frais de justice. Ethan n'a personne. Voilà encore. Pas des excuses, une facture. J'ai parlé à travers la porte. Quand vous avez prévu de prendre chaque dollar de la maison de ma mère? Aucun de vous n'a demandé si c'était la dernière maison que j'avais. Elle a commencé à pleurer. Je me suis éloigné de la porte. L'audience de divorce a eu lieu au tribunal de la famille du comté de King. Ethan était assis à la table d'en face dans un costume gris qui ne lui allait plus très bien. Son avocat a soutenu que certaines dépenses avaient été des décisions maritales et que la relation se détériorait déjà. Rachel a soumis les preuves du forum, le plan de fausse urgence, le contrat d'Evergreen, l'audit de l'hôpital, les transferts à Lily et la discussion de groupe. Puis elle a soumis la fiducie de ma mère. L'acte de clôture et les relevés bancaires montrant que le produit de la vente était entré sur un compte uniquement à mon nom et n'avait jamais été mélangé avec des fonds matrimoniaux. Le juge a demandé à Ethan s'il comprenait qu'il avait tenté de m'inciter à signer une autorisation de retrait récurrent sous de faux prétextes médicaux. Il a fixé la table. Oui. Croyez-vous que votre femme signerait parce qu'elle vous aimait? Son avocat s'est opposé à la formulation. Le juge a reformulé la question. Votre plan dépendait-il du fait que mademoiselle Bennett croyait que vous étiez gravement malade? Oui. Et de sa volonté d'utiliser sa propriété séparée pour vos soins? Une pause plus longue. Oui. Ce seul mot a mis fin à quelque chose en moi plus complètement que n'importe quelle confession de. L'affaire n'aurait pu le faire. Il avait compté sur mon amour, pas espéré. Compté dessus. Le tribunal a confirmé que le produit de la fiducie était ma propriété héritée séparée. Ethan n'avait aucun droit de les réclamer. L'argent qu'il a détourné de nos économies communes pour l'appartement. Les bijoux et les services de maternité de Lily a été inclus dans la comptabilité financière. Et j'ai récupéré la majeure partie de ma part. L'affaire de fraude est restée distincte, mais ces preuves ont rendu le divorce simple. Le jour où le décret est devenu définitif, Ethan a attendu à l'extérieur du palais de justice. Il avait l'air plus vieux qu'il ne l'était 6 mois plus tôt. Ses cheveux s'étaient éclaircis près des tempes. Ses épaules étaient courbées vers l'avant comme s'il avait passé trop de temps à essayer de ne pas être reconnu. Claire, a-t-il appelé. J'ai continué à marcher jusqu'à ce qu'il pose la seule question qui m'a fait m'arrêter. Si tu n'avais pas vu la publication ce matin-là, m'aurais-tu sauvé? Pendant des mois, je m'étais posé la même question. Si je n'avais reçu que l'appel de l'hôpital. Si Lily m'avait accueilli les larmes aux yeux et m'avait dit qu'Ethan risquait de ne pas s'en sortir. Aurais-je signé? Oui. J'aurais dépensé le produit de la vente de la maison de ma mère. Puis j'aurais vidé nos économies. J'aurais emprunté sur mon salaire.
vendu ma voiture et supplié les médecins pour un traitement de plus. Pas parce que l'argent ne signifiait rien. Parce qu'avant ce matin-là, Ethan était la personne en qui j'avais le plus confiance au monde. Je me suis tourné vers lui. Oui, ai-je dit. L'espoir a traversé son visage. Puis j'ai terminé. C'est pourquoi tu m'as choisi. Son expression s'est effondrée. Tu n'as pas exploité ma stupidité. Ethan. Tu as exploité ma confiance. La publication n'a pas détruit notre mariage. Tu l'as détruit au moment où tu as décidé que mon amour était un moyen de paiement. Il a fait un pas vers moi. Je t'ai aimé. Peut-être que tu aimais être aimé par moi. J'ai descendu les marches du palais de justice sans regarder en arrière. L'automne était arrivé à Seattle. La lumière du soleil s'étendait sur la rue mouillée en fines lignes dorées. Après le divorce, je ne me suis pas précipité pour dépenser l'argent de ma mère. D'abord, j'ai appelé l'entreprise où j'avais travaillé avant qu'Ethan n'accepte un poste à Seattle. Au cours de la 2e année de notre mariage, j'ai quitté un poste de gestion de projet que j'aimais parce que sa promotion exigeait une relocalisation. À l'époque, je croyais que le mariage signifiait construire une vie ensemble. Et que faire un pas en arrière n'avait pas d'importance si les deux personnes avançaient dans la même direction. Je n'avais pas réalisé que j'étais la seule personne à reculer. Un ancien collègue m'a recommandé à un cabinet de conseil en ingénierie et construction. Lors de mon premier entretien, je craignais que 6 ans de travail contractuel plus modeste ne m'aient rendu obsolète. Lors de ma première présentation, mes mains tremblaient sous la table. Puis les questions ont commencé. Je connaissais les réponses. Je me souvenais comment organiser une salle, défendre un calendrier, identifier les risques et faire en sorte que les gens écoutent. Quand j'ai terminé, le directeur principal a dit « Où vous cachiez-vous » J'ai failli lui dire la vérité, derrière un mari qui avait besoin que je sois plus petite. Au lieu de cela, j'ai dit « Je suis prête à revenir ». Le travail ne m'a pas guéri d'un coup. Rien ne l'a fait. Certains jours, j'étais confiante. D'autres jours, un numéro inconnu sur mon téléphone faisait battre mon cœur. Une scène d'hôpital dans une émission de télévision pouvait ruiner mon sommeil. Je vérifiais chaque notification bancaire 2 fois. Mais chaque semaine, ma vie contenait plus de choses qui m'appartenaient et moins de choses liées à Ethan. Mon emploi du temps, mes décisions, mes amis, mon nom. 6 mois après que le divorce soit devenu définitif, j'ai utilisé une partie du produit de la fiducie pour acheter une modeste maison de ville de l'autre côté de la ville. Lors de la clôture, l'agent immobilier a regardé l'acte et a demandé « Titre à votre nom uniquement ?» J'ai souri. À mon nom uniquement. La maison n'était pas grande. Elle avait 2 chambres, un petit bureau et un patio étroit qui recevait le soleil de l'après-midi. Elle ne contenait pas de brochure de planification familiale cachée dans les tiroirs, de vitamines laissées sur le comptoir de la cuisine, ou de parents demandant quand je prévoyais de devenir utile à la famille. Personne à côté de moi dans le lit ne calculait la valeur de ce que je possédais. Le premier matin, j'ai fait du café et ouvert toutes les fenêtres, même si l'air était froid. J'ai placé un vase de lys blanc à côté de la fenêtre. C'étaient les fleurs préférées de ma mère. Quand Rachel est venue me rendre visite, elle a posé une bouteille de champagne et a regardé l'arrangement. Tu sais, a-t-elle dit prudemment. Le nom de Lily signifie littéralement la même fleur. Est-ce que les voir te dérange? J'ai versé du café dans 2 tasses. Les fleurs n'ont rien fait de mal. Ce sont les gens qui ont mal agi. Des gens qui ont confondu la gentillesse avec la faiblesse. Des gens qui ont traité le mariage comme une opportunité commerciale. Et l'amour comme un compte à vider. Le forum a supprimé la publication originale après que les autorités l'ont conservée comme preuve. Le compte a disparu avec elle. Mais parfois, je me souvenais encore de la réponse la mieux notée. Si elle dépense volontairement l'argent pour vous, aucun tribunal ne peut le remettre. Ils avaient eu raison sur une chose. Avant de connaître la vérité, j'aurais volontairement donné à Ethan tout ce que j'avais. Ce qu'ils avaient mal calculé, c'est ce qui se passerait après que j'ouvre les yeux. L'amour peut pousser une personne à vider ses poches.
Il ne peut pas la forcer à continuer de payer après qu'elle comprenne que l'urgence était mise en scène. Que l'impuissance était jouée. Et que la personne qu'elle essayait de sauver était celle qui tenait le couteau. Ethan était allongé à côté de faux moniteurs et attendait que je renonce à la dernière chose que ma mère m'avait laissée. Finalement, aucune machine de maintien des fonctions vitales n'a été débranchée. La seule chose que j'ai coupée. C'est un mariage qui avait survécu pendant 6 ans parce que je continuais à sacrifier assez pour le faire paraître vivant. Cette histoire est entièrement fictive et destinée uniquement à des fins de divertissement et d'éducation.